Julien Lefebvre s'installa à la table la plus convoitée de l'orangerie. Il haïssait cet endroit avec une fureur contenue. Ce restaurant était la seule ombre à son règne, le seul concurrent que la critique osait comparer à son empire. À ses côtés, Chloé analysait le menu avec des yeux de prédatrice. « La décoration est un peu tape à l'œil, tu ne trouves pas ?» murmura-t-elle. Julien acquiesça d'un signe de tête. Il était venu pour chercher des failles, pour valider sa propre supériorité. Mais ce soir-là, il n'était pas question de cuisine. Il était question du château qu'il avait bâti sur des fondations de mensonges. Il était question de la promesse qu'il avait brisée. Un fantôme s'apprêtait à entrer en scène, apportant avec lui un règlement de compte qu'aucune récompense ne pourrait différer. « Le service est lent », commenta Julien en tapotant la table en acajou. Sa voix était basse, mais acérée. Chloé sourit, une lueur cynique dans le regard. « Peut-être qu'ils savent qui tu es, chérie. Ils ont peur de commettre une erreur. » Julien aimait cette arrogance. Chloé lui ressemblait, impitoyable, affamée de perfection. Elle était la partenaire idéale pour son nouveau statut. La femme qui allait avec les couvertures de magazines. Contrairement à Élise, Élise était la base, la structure invisible sur laquelle il avait tout érigé, et qu'il avait démolie sans hésiter. Son souvenir était une tache floue et gênante, un détail d'un passé qui ne lui servait plus. « Enfin !» marmonna-t-il, quand une serveuse s'approcha. Il ne leva pas les yeux. Il était trop occupé à expliquer à Chloé que l'agencement des tables était une aberration acoustique, une erreur d'amateur selon lui. La serveuse s'arrêta à côté de lui. Il y eut une hésitation, un silence qui n'aurait pas dû être là. C'était l'odeur subtile de la lavande, un parfum bon marché qu'elle avait toujours porté. Julien releva lentement la tête. Le monde cessa de tourner. Le brouhaha du restaurant s'évanouit. C'était Élise. Elle portait l'uniforme noir et or de l'orangerie. Ses cheveux étaient attachés en un chignon simple, révélant la fatigue sur son visage. Mais ce n'est pas ça qui le figea. C'était son ventre, un ventre rond, proéminent. Le tissu de l'uniforme était tendu sur une vie qui grandissait à l'intérieur. Enceinte. Élise était enceinte de plusieurs mois. Leurs regards se croisèrent une seconde. Dans les siens, Julien vit un univers de douleur, de résilience, d'une histoire qui avait continué sans lui. « Bonsoir », dit-elle. La voix était ferme, mais il connaissait ce tremblement presque imperceptible, cet effort pour maintenir la muraille intacte. « Vous souhaitez commander ?» Chloé sentit le changement dans l'atmosphère. L'énergie à la table avait soudainement basculé. Le pouvoir s'était déplacé. « Julien, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as vu un fantôme ?» L'ironie était cruelle, précise. Il ne pouvait pas répondre. Les mots n'existaient plus. Ses yeux étaient fixés sur son ventre. Le calcul mental le frappa comme un coup de poing. 8 mois, peut-être plus. Elle était tombée enceinte 1 an et demi après qu'il l'ait chassée. Chassée de l'entreprise qu'ils avaient créée ensemble. Chassée de la vie dont ils avaient rêvé côte à côte. Il avait dit qu'elle manquait d'ambition, qu'elle était un poids mort pour son ascension fulgurante. Il l'avait laissée sans absolument rien. Et maintenant, elle était là, en train de le servir, portant l'enfant d'un autre homme. « Monsieur !» insista Élise. Sa voix était un écho lointain. Elle fixait désormais un point au-dessus de sa tête. Son professionnalisme était un couteau dans sa poitrine. « Qui est-ce, Julien ?» demanda Chloé. Sa voix monta d'un cran. La curiosité se mua en suspicion. Les tables voisines commencèrent à remarquer. Le murmure de la salle diminua. Julien sentit les regards. Lui, le grand chef Lefebvre, le génie de la gastronomie moderne, exposé, pris au dépourvu dans une situation qu'il ne pouvait contrôler ni avec des épices, ni avec des techniques. « C'est une ancienne employée », mentit-il. Le mot sortit faible, pathétique. Il sentit le goût amer de sa propre lâcheté. Élise ne réagit pas au mensonge. Son visage resta un masque de neutralité. Elle attendait simplement, la tablette à la main. « Une employée enceinte, comme c'est intéressant », lança Chloé. Elle toisa Élise de haut en bas, avec le dédain de quelqu'un qui évalue un plat raté.
Apparemment, l'orangerie engage n'importe qui. La méchanceté explicite fit reculer Élise d'un pas. Ce fut un mouvement presque invisible, mais Julien le vit. Il vit la douleur brute sur son visage, la légère contraction de ses lèvres, et il ne fit rien. Il resta assis, paralysé par la honte, par l'homme qu'il était devenu. Chloé poursuivit son attaque. « Ça doit être difficile de travailler autant d'heures dans cet état. Le père de l'enfant ne vous aide pas ?» La question fut posée avec une fausse sympathie, une arme déguisée en préoccupation. Les gens de la table d'à côté cessèrent de parler. Un couple plus âgé regardait ouvertement. L'ambiance de la salle avait changé. L'humiliation était désormais un spectacle public. Élise prit une profonde inspiration. « Madame désirerait voir la carte des vins ?» demanda-t-elle, la voix parfaitement calme. La manière dont elle ignora la provocation enragea Chloé. C'était une démonstration de force que la critique ne pouvait supporter. « Non, merci, je préfère que vous preniez simplement la commande, » répondit Chloé sèchement. « Si vous arrivez à vous concentrer, bien sûr. » Julien voulait crier. Il voulait dire à Chloé de se taire. Il voulait demander pardon à Élise, mais le son était bloqué. Il était spectateur de sa propre défaillance morale. Élise se tourna vers lui. Le mouvement fut lent, prudent. « Et monsieur ?» demanda-t-elle. Ses yeux croisèrent à nouveau les siens, et dans son regard, il n'y avait pas de haine. Il y avait pire, de la pitié. « Comme d'habitude, j'imagine ?» poursuivit-elle. « Risotto au safran et au Saint-Jacques, juste saisi. » Elle s'en souvenait. Après 2 ans, elle se souvenait encore de son plat préféré. Ce détail le brisa de l'intérieur. L'intimité de ce souvenir, exposé là, sur cette scène de cruauté, c'était la preuve que ce qu'ils avaient eu était réel, et qu'il avait tout jeté, apporté n'importe quoi, parvint-il à dire. La voix sortit rauque, un murmure de défaite. Élise acquiesça. Elle nota la commande de Chloé sans un mot de plus. Puis elle tourna les talons et s'éloigna de la table. Chacun de ses pas, lent et alourdi par la grossesse, était une accusation. Julien la regarda partir, le dos droit, la dignité intacte. Elle était plus forte qu'il ne le serait jamais. Le silence à la table était assourdissant. Le brouhaha des autres tables reprit, maintenant chargé de jugement. Julien Lefebvre, l'homme qui avait tout, réalisa qu'il n'avait absolument rien. Il n'était qu'un homme minuscule, assis dans un restaurant chic, hanté par le fantôme de la femme qu'il avait détruite. Le silence qu'Élise avait laissé derrière elle était lourd, dense. Julien fixait l'espace vide à côté de la table, comme si son image était encore imprimée dans l'air. Le bourdonnement du restaurant reprit, mais différemment. Avant, c'était un bruit de fond. Maintenant, cela ressemblait à un chœur de chuchotement. Chaque regard, chaque rire étouffé semblait le concerner. Il sentait le poids de 100 jugements sur ses épaules. Chloé, à ses côtés, l'observait avec une irritation croissante. Sa soirée parfaite avait été gâchée par un fantôme de son passé. Elle se pencha, la voix un doux poison. « Quelle scène pathétique, Julien, franchement !» Il ne répondit pas. Son esprit était à des milliers de kilomètres, revivant chaque seconde de l'interaction. Sa main tremblante, son professionnalisme froid, son ventre, le souvenir de son plat préféré. Chloé claqua des doigts devant son visage. « Julien, je te parle. Oublie cette femme. Elle n'est qu'une note de bas de page dans ton histoire. » Elle prit son verre de vin faisant tourner le liquide précieux. « Au moins, son ventre sert de leçon, » continua-t-elle, un sourire cruel aux lèvres. « Les gens sans ambition finissent comme ça, à servir des tables pour ceux qui ont réussi. Les gens sans ambition. » La phrase explosa dans l'esprit de Julien. Ce n'était pas la voix de Chloé qu'il entendait, mais la sienne, la même phrase, les mêmes mots exacts qu'il avait criés à Élise le jour où il l'avait expulsée du bureau qu'ils avaient bâti ensemble. Le souvenir le frappa avec la force d'un uppercut. La moquette grise du bureau, les plantes dont elle prenait soin, le regard choqué et blessé sur son visage quand il l'avait accusée d'être un poids, une ancre qui l'empêchait de s'envoler. Il avait dit cela pour la blesser, pour justifier sa propre trahison. Et maintenant, la femme qu'il avait traitée de sans ambition était là, debout, affrontant l'humiliation avec une force qu'il n'avait jamais possédée.
Et lui, le gagnant, se cachait derrière un mensonge, petit et pathétique. Le verre de vin devant lui ressemblait à un calice de poison. Le restaurant luxueux se transforma soudain en une cage dorée. Chaque couvert en argent, chaque serviette en lin faisait partie de la farce. Chloé était le miroir de tout ce qu'il était devenu, superficiel, cruel et vide. Il la regarda et pour la première fois, il la vit vraiment. Non pas la femme belle et intelligente, mais la personne avide de statut, prête à écraser n'importe qui pour se sentir supérieur. Il se vit lui-même, et le dégoût qu'il ressentit fut écrasant. La nourriture arriverait d'un moment à l'autre. Élise l'apporterait. Il devrait la regarder à nouveau. Devoir continuer à faire semblant. L'idée était insupportable. Une vague de panique lui monta à la gorge. Il avait besoin d'air, besoin de s'échapper, échapper à Chloé, au restaurant, à lui-même. Le point de non-retour n'était pas un choix rationnel, c'était une nécessité physique, une convulsion de l'âme. Il se leva. Le mouvement fut si brusque que sa cuisse heurta la table, faisant trembler les verres. La chaise racla le sol, un son aigu qui déchira le murmure de la salle. « Où vas-tu » demanda Chloé, les yeux écarquillés de surprise et de fureur. Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Il prit simplement la serviette en lin sur la table. Pendant une seconde, il la tint, le tissu coûteux lui semblant une offense. Puis, il la jeta sur son assiette intacte. Le geste n'était pas pour elle. C'était pour tout ça, pour le théâtre du succès, pour le mensonge qu'était sa vie. Sans un regard en arrière, il tourna le dos à la table et se dirigea vers la sortie. Chaque pas était lourd, mais libérateur. Il sentit les regards de tous les clients, mais il n'avait plus d'importance. La seule chose qui comptait était de sortir de là. Il poussa la lourde porte en verre et l'air froid de la nuit le frappa. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il pouvait à nouveau respirer. La cuisine était minuscule. L'odeur d'ail et de basilic dominait le petit appartement loué à Belleville, une symphonie de promesses qui luttait contre l'odeur de moisi venant de la salle de bain. Julien, alors dans la vingtaine, les cheveux longs attachés en un chignon désordonné, remuait une casserole avec le regard concentré d'un artiste. La sueur perlait sur son front. À côté de lui, sur l'unique table en bois qui servait à manger, travailler et rêver, se tenait Élise. Des papiers, des tableurs et des livres de comptabilité s'étalaient autour d'elle, un champ de bataille organisé. Au centre de tout, comme un général commandant ses troupes, se trouvait un carnet noir à la couverture usée. « Non, Jus, le coup du safran va tuer notre marge, » dit-elle, la pointe de son stylo tapotant le papier quadrillé. Sa voix était calme, mais ferme, la voix de la raison qui ancrait son ouragan créatif. « On n'a pas de marge. On a des dettes, » rétorqua-t-il, sans quitter des yeux le risotto qui bouillonnait, un or liquide et parfumé. « Ce plat sera notre signature. Il doit être parfait. Le safran donne la couleur, l'arôme, l'âme. » Élise se leva et le rejoignit. Elle prit une cuillère propre et la plongea dans la casserole. Elle goûta le risotto, fermant les yeux. Julien observait chaque micro-expression sur son visage. Son opinion était la seule qui comptait. Elle n'était pas seulement sa petite amie, sa partenaire. Elle était sa première et plus honnête critique. « L'âme est là, » dit-elle en ouvrant les yeux. « Le goût est divin, mais l'âme ne peut pas nous mener à la faillite le premier mois. » Elle retourna à la table, le cerveau tournant à plein régime. Julien la suivit du regard, un mélange de frustration et d'admiration. Il était le cœur de l'opération, mais Élise en était la colonne vertébrale. Sans elle, il ne serait qu'un cuisinier talentueux avec un rêve qui mourrait dans l'œuf. Elle feuilleta le carnet noir. Les pages étaient remplies de son écriture précise, parsemées de taches de sauce et de ses notes illisibles. C'était une carte de leurs esprits combinés. Et si on utilisait autre chose pour la texture, quelque chose qui apporte du croquant et une touche de luxe, mais qui ne coûte pas le prix de l'or, réfléchit-elle à voix haute. Julien souffla. Comme quoi, de la chapelure. Son sarcasme ne l'atteignit pas. Elle était dans sa zone de génie, là où la créativité rencontrait la faisabilité. « Des pistaches » dit-elle soudain. Ses yeux brillèrent.
torréfiés et grossièrement concassés. La couleur verte créera un contraste magnifique avec le jaune du risotto. La saveur de noisette complétera les Saint-Jacques. Et le coup, elle saisit sa calculatrice. Ses doigts volant sur les touches. Chute de 35%. On peut vendre le plat à un prix compétitif tout en gardant une marge bénéficiaire décente. Julien resta silencieux, traitant l'idée. Des pistaches. C'était audacieux, inattendu. C'était brillant. C'était une idée d'Élise. Il retourna à la cuisinière, prit une poignée de pistaches qu'il utilisait pour un dessert et les torréfia rapidement dans une poêle. L'odeur qui s'en dégagea était enivrante. Il les concassa et les jeta sur une petite portion du risotto. Il goûta. Le monde s'arrêta un instant. L'onctuosité, le sel des Saint-Jacques, puis le croquant parfumé et terreux de la pistache. C'était meilleur. C'était plus intéressant que l'original. C'était complet. Il la regarda, de l'autre côté de la cuisine. « Tu es une sorcière », dit-il, un immense sourire se dessinant sur son visage. Elle rit, un son qui remplissait le petit appartement de chaleur. « Je suis une partenaire en affaires. Il faut bien que quelqu'un pense à ces choses. » Et elle se tourna vers le carnet noir et commença à écrire. « Risotto soleil de Parme », murmura-t-elle en écrivant, « au croquant de pistache. » C'est elle qui baptisa le plat qui, des mois plus tard, le mettrait sur la carte de la gastronomie parisienne. Il s'approcha d'elle par derrière, l'enlaçant par la taille et posant son menton sur son épaule. Il regarda le carnet. Il n'y avait pas que des recettes. Il y avait des plans marketing, des études de marché, des croquis de ce à quoi ressemblerait le logo de leur restaurant. Le nom qu'elle avait choisi, Lefebvre, était un hommage à son talent, mais chaque ligne de la stratégie qui le soutiendrait était d'elle. « Un jour, murmura-t-il à son oreille, nous aurons le plus grand restaurant de la ville, et tout cela sera à nous. » Il passa son doigt sur la couverture usée du carnet. « Ce carnet, c'est notre carte au trésor, tu sais. » Élise se tourna dans ses bras, le visage éclairé par la faible ampoule de la cuisine. Il y avait de la farine sur sa joue. « Ce n'est qu'un plan, Jus. C'est nous, la force qui le réalisera. » Il l'embrassa. Un baiser au goût d'ail, de vin bon marché et d'un avenir sans limite. À ce moment-là, dans cette cuisine exiguë, ils étaient invincibles. Ils étaient une unité, une âme divisée en deux corps. Il était la saveur, elle était l'histoire. Et il savait, avec une certitude qui venait du plus profond de son âme, que l'un n'existait pas sans l'autre. « Je ne suis rien sans ce carnet, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Je ne suis rien sans toi. » La promesse flotta dans l'air, sacrée et incassable. Du moins, c'est ce qu'il croyait à l'époque. Le soleil matinal envahit l'appartement en dernier étage, découpant l'air en tranches de lumière et de poussière. Julien était debout, au milieu du salon, le même costume de la veille, froissé et sans vie. Il n'avait pas dormi. L'écho de la porte de l'orangerie claquant derrière lui résonnait encore à ses oreilles, un battement sourd qui marquait la fin d'une ère et le début d'un règlement de compte. Le luxe qui l'entourait était une insulte. Le canapé de designer italien, l'œuvre d'art abstraite au mur, la vue panoramique sur la ville. Tout ressemblait à une scène de crime. Son crime. Il prit son téléphone. L'écran affichait des dizaines d'appels manqués de Chloé. Il les ignora et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis 2 ans. Un numéro qu'il n'avait jamais eu le courage d'effacer. Le téléphone sonna 1, 2, 3 fois. Il espérait tomber sur la messagerie. « Allô ?» La voix de Sophie semblait méfiante, endormie. « Sophie, c'est moi, Julien. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd, chargé d'histoire et de ressentiment. « Qu'est-ce que tu veux, Julien ?» dit-elle finalement. La froideur de sa voix était comme un éclat de verre. « Après 2 ans, 2 ans de silence absolu. Tu m'appelles à 8 heures du matin un samedi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu en as marre d'être célèbre ?» Chaque mot était une accusation, et il méritait chacune d'entre elles. « Je l'ai vue, Sophie, dit-il, la voix basse. J'ai vu Élise hier soir. » Un autre silence. Plus long cette fois. « Et alors ?» répondit-elle, la voix encore plus dure. « Tu pensais qu'elle avait disparu de la surface de la terre? Les gens continuent d'exister, Julien, même après que tu aies décidé qu'ils ne servent plus tes plans.
Elle travaille, comme serveuse, à l'orangerie. Les mots sortirent avec difficulté, comme s'ils le blessaient physiquement. Et elle est enceinte. Le ton de Sophie changea. La colère laissa place à une fatigue infinie. Il t'a fallu du temps pour t'en rendre compte. Où croyais-tu qu'elle était, en voyage en Europe avec l'argent du divorce que tu ne lui as jamais donné? Julien sentit une pointe dans l'estomac. Il avait ordonné à ses avocats d'être brutaux, de la laisser sans rien. Il avait appelé ça « les affaires ». Je ne savais pas, commença-t-il, mais l'excuse mourut dans sa bouche. C'était pathétique. Bien sûr que tu ne savais pas. Tu étais trop occupé à construire ton empire sur les ruines de ce que vous aviez créé tous les deux, cracha Sophie. As-tu la moindre idée de ce que tu lui as fait? Tu ne l'as pas seulement sortie de ta vie, tu l'as détruite professionnellement. Cette clause de non-concurrence que tu l'as forcée à signer, ça l'a mise sur une liste noire. Aucun restaurant décent ne voulait l'embaucher. Tous pensaient qu'elle était une ex-femme amère, prête à voler tes secrets de génie. Personne n'a jamais pensé que les secrets étaient les siens. La révélation le frappa de plein fouet. Il n'y avait jamais pensé. Dans son arrogance, il avait supposé qu'elle passerait simplement à autre chose, trouverait un autre travail. Il n'avait pas réalisé qu'en la chassant, il lui avait aussi volé sa réputation, sa carrière, son nom. « Et le bébé ?» demanda-t-il, la voix presque inaudible. « Qui est le père ?» Sophie soupira. Il s'appelait Marc, un type bien mais faible, un ingénieur qu'elle a rencontré 6 mois après toi. Ce n'était rien de sérieux, je crois qu'elle essayait juste de combattre la solitude. Quand elle lui a annoncé la grossesse, il a paniqué, a dit qu'il n'était pas prêt à être père. Et il a disparu. L'histoire était sordide, triste, et c'était sa faute. Il l'avait laissée si vulnérable, si brisée, qu'elle s'était contentée de la compagnie d'un lâche. Il l'avait poussée dans les bras d'un homme qui l'abandonnerait à la première difficulté. La même chose que lui, mais d'une manière différente. « Je dois réparer ça, Sophie, dit-il, une urgence désespérée dans la voix. Je dois l'aider. » L'aider? Maintenant? Pourquoi? Parce que ta conscience te pèse? Parce que ta nouvelle petite amie a vu la scène et que ça fait mauvais genre? Ça n'a rien à voir avec Chloé. C'est fini. Tout s'est terminé hier soir, dit-il. C'est à propos d'Élise, de ce que j'ai fait. Je dois trouver quelque chose. Quoi? Ta décence? Je crois que tu l'as perdu il y a bien longtemps. Le carnet, dit-il, le carnet noir, notre carte au trésor, tu sais où il est? La mention du carnet sembla désarmer complètement Sophie. Elle resta silencieuse un moment. Pourquoi tu veux ça? demanda-t-elle, la voix plus douce. Parce que j'ai besoin de me souvenir, dit-il, l'honnêteté brute dans sa voix. J'ai besoin de me souvenir de qui nous étions. Et j'ai besoin de prouver, à moi-même avant tout, l'ampleur du mensonge que j'ai créé. Sophie soupira de nouveau, un son de défaite. Quand Élise a quitté l'appartement, elle n'a presque rien emporté, Julien. Elle était en état de choc. Elle a laissé des cartons et des cartons de choses derrière elle. Des livres, des photos, votre vie entière. J'ai tout gardé dans mon box. Je n'ai jamais eu le courage de jeter. Je crois qu'une partie de moi a toujours espéré que tu finirais par réaliser. L'espoir dans sa voix était un autre couteau dans sa poitrine. Il est là? Tu penses que le carnet est là? Peut-être. Elle le traitait comme une partie d'elle-même. Je ne sais pas pourquoi elle l'aurait laissé. Mais elle n'avait pas toute sa tête à l'époque. « Je peux venir, maintenant ?» demanda-t-il. « La porte du box est ouverte. Les cartons sont dans le coin gauche. Ils ont une étiquette UNJ. Je ne veux pas te voir, Julien. Pas encore. Prends juste ce dont tu as besoin et va-t'en. » La ligne devint silencieuse. Il n'hésita pas. Il prit les clés de sa voiture et quitta l'appartement, laissant derrière lui le luxe stérile et la vie vide qu'il avait choisi. Il traversa la ville en voiture, mais ne la reconnaissait pas. Les immeubles, les rues, tout semblait différent, vu à travers le filtre de sa honte. Il n'était plus le roi de la ville. Il était un fantôme, hantant les ruines de son propre passé. Il arriva chez Sophie, une petite maison de ville, dans un quartier tranquille. Comme elle l'avait dit, le garage était ouvert. L'air sentait la poussière et le temps entreposé. Et là, dans un coin,
Il y avait une pile de cartons, 5 d'entre eux. Sur chacun, une étiquette blanche avec les initiales ENG, écrites de la calligraphie élégante d'Élise. Leur vie, emballée et oubliée. Il s'approcha, le cœur battant dans sa poitrine. Il toucha le premier carton, le carton froid sous ses doigts. C'était le début de l'excavation. Il devait déterrer la vérité, aussi laide soit-elle. Il ouvrit le premier carton. La poussière dans le garage de Sophie dansait dans les faisceaux de lumière qui filtraient par la fenêtre sale. Julien était agenouillé sur le sol en ciment, entouré de fantômes de carton. Le premier carton contenait de la vaisselle, des assiettes ébréchées et des tasses qu'ils avaient achetées dans une brocante, chacune avec une histoire. Le deuxième, des livres. Des romans qu'Élise lui lisait à voix haute, des livres d'art qu'il utilisait comme inspiration, tous avec l'odeur de chez soi, une odeur qu'il n'avait pas sentie depuis des années. Il ouvrit le troisième carton et son cœur s'arrêta. Il était rempli de photographies. Lui et Élise à la plage, jeunes, minces, riant à l'objectif. Lui et Élise sur le chantier de leur premier restaurant, couverts de poussière de plâtre, les yeux brillants de la même promesse. Lui tenant le premier prix qu'il avait gagné, avec elle à ses côtés, son sourire plus éclatant que le trophée. Il cherchait le carnet noir, la carte au trésor, mais il n'était pas là. Seulement la preuve écrasante d'un bonheur qu'il avait méthodiquement démantelé. Chaque photo était un témoin silencieux de sa trahison. Il se sentait comme un archéologue creusant sa propre ruine. Après avoir fouillé le dernier carton, rempli de vieux menus et d'uniformes de leurs premiers employés, il s'assit sur le sol, vaincu. Le carnet n'était pas là. La seule preuve physique de son crime semblait avoir disparu, ne laissant que le souvenir et la culpabilité. Il prit son téléphone et appela à nouveau Sophie. « Il n'est pas là, dit-il, la voix vide. Le carnet a disparu. » Il y eut une pause. Peut-être qu'elle l'a emporté, Julien. C'était peut-être la seule chose qu'elle voulait sauver, dit Sophie. Ou peut-être qu'il est perdu à jamais. Qu'est-ce que tu vas faire? La question flotta dans l'air. Il n'avait pas de plan, juste une impulsion. Je dois la voir, Sophie. J'ai besoin de son adresse. Il s'attendait à ce qu'elle refuse, mais il entendit le son de touches de clavier. « Je te l'envoie par message, » dit-elle, la voix résignée. « Mais fais attention, Julien. Ce n'est plus la même femme. Tu l'as forcée à devenir forte. Ne t'attends pas à ce qu'elle t'accueille à bras ouverts. » L'adresse le mena dans le 19e arrondissement. Un quartier d'immeubles bas, de rues bruyantes et d'une vie qui battait loin du glamour de ses restaurants. Il gara sa voiture de luxe, un objet extraterrestre dans ce paysage, et sentit les regards des habitants. L'immeuble d'Élise était simple, avec la peinture écaillée et des barreaux aux fenêtres du rez-de-chaussée. Le hall d'entrée sentait le désinfectant bon marché. Il monta les 3 étages, le son de ses chaussures chères résonnant dans le silence. Chaque marche augmentait les battements de son cœur. Il s'arrêta devant la porte 3B. C'était une simple porte en bois, avec un œil de bœuf qui semblait le dévisager. Il prit une profonde inspiration et frappa. Le bruit de pas lents et traînants vint de l'intérieur. La porte s'entr'ouvrit de quelques centimètres. Élise apparut dans l'embrasure. Elle portait un vieux t-shirt et un pantalon de survêtement. Ses cheveux étaient détachés, tombant sur ses épaules. La fatigue sur son visage était encore plus profonde sans le maquillage et l'éclairage du restaurant. Ses yeux s'écarquillèrent de choc, et le choc se transforma rapidement en une fureur froide. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» dit-elle, la voix basse et dangereuse. Elle tenta de fermer la porte, mais il mit son pied pour l'en empêcher. « Élise, s'il te plaît, j'ai juste besoin de 5 minutes, implora-t-il. « Tu n'as pas le droit. Sors de chez moi. Comment m'as-tu trouvé ?»« Sophie, commença-t-il. « Je vais tuer Sophie, gronda-t-elle. « Enlève ton pied de ma porte, Julien, maintenant. S'il te plaît, écoute-moi. Ce que j'ai vu hier, ce que j'ai fait, je suis désolé. » Le mot « désolé » semblait petit, ridicule. Comment décrire l'océan de regrets qui le noyait? « Je veux aider. Laisse-moi t'aider. De l'argent, un meilleur appartement, des médecins, n'importe quoi, je paie tout. » Son visage se tordit en un masque de mépris. Elle cessa de forcer la porte et le dévisagea.
Aider, répéta-t-elle, le mot chargé de venin. Tu crois que ça se règle avec de l'argent. Tu crois que tu peux simplement signer un chèque et nettoyer ta conscience. Elle ouvrit complètement la porte, révélant le petit salon derrière elle. Simple, propre, mais visiblement pauvre. Tu as détruit ma carrière. Tu m'as humilié. Tu m'as laissé sans rien quand j'en avais le plus besoin. Et maintenant, parce que tu t'es senti mal à l'aise pendant 90 minutes dans un restaurant, tu crois pouvoir venir ici et jouer au sauveur? Ton argent est une insulte, Julien. Prends ton argent et disparais de ma vie. La force de sa voix le fit reculer d'un pas. Ce n'était pas l'Élise qu'il connaissait. C'était une survivante, une guerrière forgée dans le feu qu'il avait lui-même allumé. « Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi, et pour le bébé, » balbutia-t-il. « N'ose pas parler de mon fils, » le coupa-t-elle. « Tu n'as aucun droit sur lui. Nous n'avons pas besoin de ta charité. Nous allons bien. » « Bien ? Tu travailles comme serveuse, enceinte de 8 mois, Élise? Ce n'est pas aller bien? C'est une question de dignité, cria-t-elle, la première fissure dans son armure. C'est gagner mon propre argent, honnêtement. Quelque chose que tu as oublié comment faire. Maintenant, sors. Elle montra l'escalier. Et si tu te pointes encore ici, j'appelle la police. Elle lui claqua la porte au nez. Le son résonna dans le couloir vide. Il resta là, immobile, pendant un long moment, fixant le bois bon marché de la porte 3B, vaincu. Le lendemain, il changea de tactique. Il ne pouvait pas forcer, il ne pouvait pas acheter, il devait prendre soin. Il se rendit dans un marché bio et remplit un chariot des meilleurs fruits, légumes, céréales et viandes maigres. Tout ce dont une femme enceinte avait besoin. Il conduisit jusqu'à son immeuble, monta les escaliers en silence et laissa les sacs devant la porte 3B. Pas de mots, pas de nom. Juste la nourriture, des excuses silencieuses, un acte de soin, pas de contrôle. Alors qu'il retournait à sa voiture, son téléphone vibra. C'était un message de Sophie. Pas de texte, juste un lien. Il cliqua. C'était un célèbre blog de potins gastronomiques. Le titre était explosif. La scène secrète du chef Lefebvre, qui est la serveuse enceinte qui a secoué le roi de la cuisine. En dessous, une photo granuleuse, prise avec un téléphone, de lui et d'Élise, à la table de l'orangerie. L'histoire se propageait. Les chuchotements devenaient une clameur. Sa guerre privée était sur le point de devenir un spectacle public. Les jours suivants furent une forme de torture moderne. Julien était retranché dans son appartement, qui ressemblait maintenant plus à une tour d'observation qu'à une maison. De la fenêtre, il voyait la ville bouger, indifférente au tremblement de terre de sa vie. Sur l'écran de son ordinateur portable, cependant, le monde était en feu. L'article du blog de Potin s'était multiplié, en générant des dizaines d'autres. Les sections de commentaires étaient un tribunal public. Spéculation, théorie, jugement. Son nom et celui d'Élise étaient entrelacés dans un récit qu'il ne pouvait contrôler. Lui, le génie capricieux. Elle, la mystérieuse femme du passé. Pour la première fois de sa carrière, il perdait le contrôle de l'histoire, et cela le terrifiait. Il cessa de laisser de la nourriture à la porte d'Élise. Il savait que des paparazzis amateurs pourraient surveiller. Le moindre de ses gestes serait mal interprété, transformé en plus de carburant pour l'incendie. Il se sentait impuissant, prisonnier de sa propre vie, hanté par une seule pensée, le carnet noir. Son absence était un trou dans sa quête. Sans lui, c'était sa parole contre l'empire qu'il avait construit. C'était un aveu sans preuve. Mardi, son téléphone sonna. C'était Sophie. Son ton était différent. L'hostilité avait été remplacée par une urgence haletante. « Julien, tu ne vas pas le croire, » dit-elle sans même un bonjour. « J'étais chez ma mère, en train de l'aider à ranger la cave. J'ai trouvé une boîte. Une petite boîte à chaussures dont je ne me souvenais même pas. Élise me l'avait donnée à garder il y a longtemps, séparée des autres affaires. Elle avait dit que c'était des documents importants. » Le cœur de Julien s'emballa. « Qu'y a-t-il à l'intérieur, Sophie ? » « Je n'ai pas ouvert, mais la boîte est lourde. Et il y a une étiquette. Il est écrit « Carte au trésor ». L'air manqua à Julien. Il conduisit jusqu'à la maison de la mère de Sophie, à Montrouge, enfreignant toutes les règles de circulation. Sophie l'attendait sur le trottoir, tenant une petite boîte à chaussures, jaunie par le temps.
Elle ne dit rien. Elle lui tendit simplement la boîte. Ses yeux disaient tout. « La voici. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de la vérité ?» Il prit la boîte. Elle semblait peser 1 tonne. De retour dans son appartement, il la posa sur la table basse en marbre. L'objet semblait humble, déplacé au milieu de tant de luxe. Pendant plusieurs minutes, il se contenta de la fixer. Il avait peur de l'ouvrir, peur de confirmer ce que son âme savait déjà. Finalement, les mains tremblantes, il retira le couvercle. À l'intérieur, enveloppé dans un torchon à carreaux délavés, se trouvait le carnet noir. Il le prit. La couverture usée était familière sous ses doigts. Il l'ouvrit. Les premières pages étaient les recettes, le risotto, soleil de Parme, le gnocchi de panais au ragoût d'agneau. Des plats qui étaient de la base de son succès. Une vague de nostalgie le frappa, une douleur aiguë pour ce qu'ils avaient été. Il continua de feuilleter, puis l'histoire commença à changer. Les pages de recettes cédèrent la place à des sections qu'il se souvenait à peine d'avoir lues. Des sections qu'il avait ignorées. L'une d'elles s'appelait « Business Plan », Lefebvre. C'était 20 pages de l'écriture précise d'Élise. Analyse de marché, projection de chiffre d'affaires, stratégie de négociation avec les fournisseurs. Il reconnut des phrases, des paragraphes entiers que ses chers consultants en affaires lui avaient présentés des années plus tard comme des aperçus de génie. Tout était là, la fondation de son empire, écrite par elle dans leur cuisine exiguë. Il tourna d'autres pages, une nouvelle section, notre histoire, la construction de la marque. Il commença à lire et sentit son sang se glacer. Élise avait défini toute sa personnalité publique. Le jeune chef aux racines lyonnaises avec une âme parisienne. La cuisine d'affection avec une technique d'avant-garde. C'était le script. Le script exact que son équipe de relations publiques avait vendu à tous les magazines et émissions de télévision. L'histoire qu'il avait transformée d'un simple cuisinier en une célébrité. Elle n'était pas seulement sa partenaire, elle était sa créatrice. Le pire était encore à venir. Vers la fin du carnet, il trouva une page avec des esquisses. En haut, elle avait écrit « Idée pour le logo ». Et là, dessiné au crayon, se trouvait un L, élégant, entrelacé avec une petite branche de basilic. C'était presque identique au logo millionnaire qui ornait les portes de ses restaurants, les uniformes de ses employés, les boîtes de ses produits. La seule différence était la branche. Il avait remplacé le basilic par du romarin. Une seule, pathétique, contribution créative. Il ferma lentement le carnet. Le son de la couverture se refermant fut comme celui d'une porte de prison. La vérité était écrasante. Le monde l'appelait un génie, un visionnaire. Mais il était une fraude. Il était le visage et les mains d'un rêve qui avait été rêvé, planifié et architecturé par Élise. La honte qu'il ressentit fut si profonde, si totale, qu'elle faillit l'étouffer. Mais sous la honte, quelque chose de nouveau commença à émerger. Une clarté froide et dure. Sa mission n'était plus seulement de demander pardon. Il ne s'agissait pas de soulager sa culpabilité. Il s'agissait de justice. Il regarda son reflet dans la vitre sombre de la fenêtre. Il n'était pas un roi dans son château. Il était un voleur. Et maintenant, il devait rendre ce qu'il avait volé, coûte que coûte. Julien passa les 48 heures suivantes avec le carnet noir pour seule compagnie. Ce n'était plus un livre, c'était une relique, la preuve matérielle d'un crime. Il le lisait et le relisait, non pour découvrir des nouveautés, mais pour graver chaque mot, chaque esquisse, chaque calcul d'Élise dans sa mémoire. C'était une forme de pénitence. Chaque page était un rappel de l'ampleur de sa fraude. L'histoire en ligne continuait de croître, un monstre à 1000 têtes. De vieilles photos de lui et d'Élise commencèrent à surgir, déterrées par des internautes curieux. Le public, autrefois indifférent, était maintenant avide d'un scandale. Il ignorait les appels de ses partenaires, de son équipe de relations publiques, de sa mère. Il n'y avait qu'une seule personne à qui il ne pouvait pas se cacher éternellement. Jeudi soir, l'interphone de son appartement sonna avec une violence qui ressemblait à une alarme incendie. La voix métallique du concierge retentit, nerveuse. « Monsieur Lefebvre, Madame Dubois est ici. Elle a dit que vous l'attendiez. »
Mensonge. Il avait donné des ordres exprès de ne pas la laisser monter. Non, ne l'autorisez pas, répondit-il, la voix froide. Il y eut une pause, puis la voix de Chloé, stridente, s'échappa de l'appareil. Julien, soit tu me laisses monter, soit je fais une scène dans ce hall qui sera le plat principal de tous les journaux demain. Il soupira. C'était inutile. Laissez-la monter. Quelques minutes plus tard, la sonnette retentit. Il ouvrit la porte. Chloé se tenait dans le couloir, le visage un masque de fureur contrôlée. Son rouge à lèvres sanglant ressemblait à une arme. Elle passa devant lui, entrant dans l'appartement comme si c'était le sien. « As-tu la moindre idée de l'humiliation » commença-t-elle, la voix sifflante. « M'abandonner au milieu du restaurant le plus en vogue de la ville. Tu as fait de moi une risée. » Elle gesticulait avec ses mains, ses ongles parfaits fendant l'air. Je suis l'une des critiques les plus respectées de ce pays. Et maintenant, dans les commentaires de chaque article que j'écris, les gens demandent si je me suis remise d'avoir été larguée pour une serveuse enceinte. Julien ferma la porte et se tourna vers elle, les bras croisés. Il ne dit rien. Son calme l'enragea encore plus. « Et tu ne me réponds même pas, tu disparais. Pendant ce temps, Internet me grille vive. Regarde ça. » Elle lui fourra son téléphone sous le nez. L'écran montrait un montage grossier. Son visage d'un côté, celui d'Élise, enceinte, de l'autre. Le titre était « La critique et la servante », le conte de fées bizarre du chef Lefebvre. « Ça n'a rien à voir avec toi, Chloé, » dit-il, la voix lasse. « Tout a à voir avec moi, » cria-t-elle. « Nous étions un couple, une marque. Lefebvre et Dubois, pouvoir, succès. Et tu as tout jeté à la poubelle à cause d'une relique sentimentale qui aurait dû rester enterrée. » Ses yeux se posèrent sur le carnet noir qui était ouvert sur la table basse. Elle s'approcha, regardant l'écriture d'Élise avec mépris. « C'est à cause de ça? Un vieux livre de recettes? C'est bien plus que ça, dit-il. Je m'en fiche, le coupa-t-elle. J'ai bâti ma carrière sur une image de contrôle et de bon goût. Et tu l'as ternie avec ton drame personnel. Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà commencé le nettoyage. » Elle sortit sa propre tablette de son sac hors de prix et ouvrit un lien. C'était sa chronique en ligne, dans un magazine prestigieux. Lis, le titre était « Le poids de la couronne, la solitude du génie créatif ». Dans le texte, Chloé écrivait avec une prose élégante et venimeuse sur la façon dont les grands talents, comme Julien Lefebvre, portent souvent le fardeau de personnes de leur passé. Des personnes qui ne peuvent pas suivre leur rythme, qui deviennent instables, pleines de ressentiment. Elle ne nommait pas Élise. Elle n'en avait pas besoin. Elle peignait le portrait d'une femme déséquilibrée et faible, une ombre qui tentait de s'accrocher à la lumière d'un génie. C'était un assassinat de réputation subtil et brillant. « Ce n'est que le début, » dit-elle, un sourire satisfait aux lèvres. « Je contrôle le récit, Julien. Je l'ai toujours contrôlé. Dans une semaine, personne ne se souviendra d'elle comme d'une victime. On se souviendra d'elle comme de l'ex-folle. » Julien la regarda et, pour la première fois, ne ressentit aucune colère. Il ressentit une sorte de clarté glaciale. « Fais ce que tu veux, Chloé. Je me fiche de ma réputation. » Son sourire vacilla. Elle s'attendait à ce qu'il panique, qu'il la supplie. « Ah, je sais, tu es dans ta phase de martyr. Tu ne te soucies pas de toi, très bien, » dit-elle en faisant un pas vers lui. « Mais tu te soucies d'elle. Tu te soucies de ne pas la détruire une deuxième fois, n'est-ce pas? La menace était claire maintenant. La véritable arme était sur le point d'être révélée. « Je vais publier un article exclusif, » poursuivit-elle, la voix baissant pour un murmure conspirateur. « Une interview choc avec une source anonyme, un ancien employé loyal de ton premier restaurant. Cette source racontera une histoire fascinante. L'histoire de comment ton ex-partenaire, Élise Durand, a en fait été licenciée pour avoir tenté de voler tes créations, pour avoir tenté de vendre tes recettes à la concurrence, des recettes d'un fameux carnet noir. » L'air dans la pièce se raréfia. Julien sentit un frisson dans le dos. Elle savait, ou elle devinait avec une précision terrifiante. « Je vais l'anéantir, Julien, » dit Chloé, savourant chaque mot. « Je vais la transformer de pauvre fille en voleuse, en fraude. Plus personne ne l'embauchera pour laver une assiette dans cette ville.
Son fils grandira en entendant que sa mère est une voleuse. C'est ça que tu veux? Il la dévisagea, muet. Il était piégé. Mais il y a une issue, offrit-elle, la voix maintenant séductrice. C'est très simple, tu vas convoquer une conférence de presse. Tu diras que les derniers jours ont été très stressants. Tu me remercieras publiquement pour mon soutien. Et tu clarifieras les rumeurs. Tu diras que Madame Durand n'est qu'une ancienne employée qui traverse des difficultés et que tu lui souhaites le meilleur. Mais que votre histoire professionnelle s'est terminée il y a longtemps, à l'amiable. Tu couperas tous les liens avec elle. Tu ne la reverras plus jamais, tu ne lui parleras plus jamais, tu redeviendras le Julien Lefebvre que tout le monde aime, et je garantirai que cette histoire de vol de recettes ne verra jamais le jour. Elle sourit, son rouge à lèvres brillant. Alors, qu'est-ce que ce sera, chérie? Tu te sauves, toi et moi, ou tu la condamnes pour toujours. La pression était maximale, le choix était impossible. Et Chloé savait que, peu importe ce qu'il choisirait, elle avait déjà gagné. La salle du Lefebvre était méconnaissable. Les tables nappées de lin blanc avaient été poussées contre les murs, laissant place à des rangées de chaises rembourrées, toutes tournées vers un petit pupitre en bois sombre. L'air normalement parfumé par l'alchimie de la haute gastronomie était lourd de l'odeur de l'attente et de la laque. Des dizaines de journalistes, de critiques gastronomiques et d'équipes de télévision se pressaient dans l'espace, leurs caméras pointées sur la scène vide comme un peloton d'exécution. La conférence de presse convoquée à la hâte par Julien Lefebvre était l'événement le plus chaud de la ville. Tous attendaient une déclaration, des excuses, un démenti, un morceau de viande pour les lions des médias. Au premier rang, Chloé était assise comme une reine sur son trône. Elle portait une robe blanche immaculée, un contraste délibéré avec la saleté du scandale. Sur son visage, un sourire contenu, l'expression de celle qui sait que la partie est gagnée. Ses yeux croisèrent ceux de Julien un instant, alors qu'il entrait par une porte latérale. Son regard était un ordre final. « Fais ce que nous avons convenu. Mets fin à tout ça. » Julien monta au pupitre. Il était calme, d'un calme étrange, presque surnaturel, qui démentait l'ouragan qui se formait autour de lui. Dans sa main, il tenait une simple mallette en cuir. Il ajusta le microphone. Le son résonna dans la salle silencieuse. « Bonjour à tous. Merci d'être venus si rapidement, » commença-t-il, la voix ferme et claire. Il ressemblait au Julien habituel, contrôlé, imposant. Chloé se détendit visiblement sur sa chaise. Ces derniers jours, comme vous le savez tous, mon nom et celui d'une ancienne associée ont fait l'objet d'intenses rumeurs et spéculations. Il marqua une pause, regardant le premier rang. Je voudrais remercier publiquement Chloé pour son discernement et ses conseils durant cette période troublée. La petite hésitation avant le mot discernement fut comme une fausse note dans une symphonie parfaite. Quelques journalistes froncèrent les sourcils, mais la plupart continuèrent à taper, enregistrant la déclaration préparée. Le script du chantage était suivi à la lettre. « Je vous ai appelé ici aujourd'hui pour clarifier cette situation une fois pour toutes, » continua-t-il, « pour mettre un terme au récit qui a circulé. » Chloé hocha légèrement la tête en signe d'approbation. C'était le moment. Le moment où il jetterait Élise au loup pour se sauver. Mais alors, Julien s'écarta du script. Il se pencha en avant, les mains appuyées sur le pupitre. « Mais je ne suis pas ici aujourd'hui pour parler de rumeurs. Je suis ici pour corriger l'histoire officielle, que vous avez tous écrite et que j'ai aidé à inventer. » Un murmure parcourut la salle. Chloé se redressa sur sa chaise, le sourire figé sur son visage. Julien se baissa et ouvrit sa mallette. De l'intérieur, il ne sortit pas un document juridique ou une déclaration préparée par des avocats. Il sortit le carnet noir à la couverture usée. L'objet semblait ancien, presque sacré, dans l'environnement moderne et minimaliste du restaurant. Il le tint en l'air un moment. « Ceci, dit-il, la voix résonnant d'un poids nouveau, est la véritable histoire de la construction de l'Empire Lefebvre. » Le sourire de Chloé disparut. Elle reconnut le carnet de son appartement. La panique commença à poindre dans ses yeux. Julien posa le livre sur un visualiseur que son équipe avait installé sans savoir pourquoi.
L'image de la couverture usée apparut sur l'écran géant derrière lui, pour que tout le monde puisse voir. « Cette histoire ne commence pas avec moi », dit-il en ouvrant à la première page de recette. « Elle commence avec Élise Durand. » Il commença à feuilleter les pages lentement, et chaque page était un chapitre de sa confession. « Ce plat, dit-il en montrant le risotto, Soleil de Parme, est celui qui m'a rendu célèbre. Mais l'idée qui l'a rendu géniale, l'ajout de la pistache croquante qui a équilibré le plat et l'a rendu viable, venait d'elle. » Il passa aux sections suivantes. « Ceci est le business plan original, l'analyse de marché, les projections financières, les stratégies que la presse économique a saluées comme ma vision entrepreneuriale. Toutes sont nées de son esprit, écrites de sa main dans la cuisine d'un appartement de 40 mètres carrés. La salle était dans un silence absolu. Le seul son était le cliquetis des appareils photo et le bourdonnement du projecteur. Chloé était pâle, les jointures de ses doigts blanches à force de serrer son sac. Ricardo se tourna vers la page intitulée « Notre histoire, la construction de la marque ». « Le personnage que vous connaissez, dit-il, la voix brisée pour la première fois, le chef passionné, l'artiste incompris, était une création, un récit brillant, écrit par Élise pour vendre notre cuisine. Je n'étais que l'acteur principal d'une pièce qu'elle a écrite, mise en scène et produite. Et puis, il arriva à la dernière preuve. La page avec les croquis du logo. La ressemblance était indéniable, choquante. Même le symbole de ma marque est né de sa main. Il ferma le carnet et s'éloigna du pupitre, faisant face à l'auditoire stupéfait. Les caméras ne clignotaient plus. Elles étaient fixes, enregistrant chaque seconde de ce suicide professionnel. « Le monde m'appelle un génie », dit-il, la voix maintenant basse, intime. Un visionnaire, mais le génie c'était elle, l'architecte, la stratège, l'âme de cet endroit. Ça a toujours été Élise Durand. Et qu'ai-je fait ? Quand le succès est arrivé, quand les lumières sont devenues trop vives, je l'ai convaincue qu'elle était une ombre. Je l'ai forcée à signer une clause qui l'empêchait de travailler, qui la bâillonnait. Je l'ai effacée de notre histoire pour que tout le crédit me revienne. Il marqua une pause, et son regard balaya la salle jusqu'à croiser celui de Chloé. Je suis devenu une fraude, et j'ai permis aux gens autour de moi de m'aider à perpétuer ce mensonge. Le silence qui suivit fut la chose la plus assourdissante que Julien n'ait jamais entendue. Ce n'était pas un silence vide, c'était un silence rempli de choc, de compréhension, de la réécriture de l'histoire en temps réel. Les journalistes étaient paralysés, leurs stylos flottant au-dessus de leurs carnets. L'histoire qu'ils étaient venus couvrir était infiniment plus grande et plus sombre qu'ils ne l'imaginaient. Au premier rang, Chloé était une statue de glace. Son monde, construit sur l'alliance avec le génie Julien Lefebvre, s'était désintégré en direct. La preuve avait été présentée. Et le verdict était dans le silence assourdissant de la salle. Le silence dans la salle était comme un vide, aspirant tout l'air et le son. Les journalistes, quelques instants auparavant si avides, étaient maintenant paralysés, traitant l'énormité de la confession. Julien resta au pupitre, laissant le poids de ses paroles s'installer sur l'auditoire. Il observa le visage de Chloé, la pâleur se répandant sur sa peau comme une tache d'encre, la terreur commençant à fleurir dans ses yeux. Elle avait parié que sa peur de perdre son empire était plus grande que sa culpabilité. Elle avait fait le mauvais pari. Il prit une profonde inspiration, le son amplifié par le microphone, brisant la transe de la salle. « Mes paroles aujourd'hui ne suffisent pas », dit-il, la voix maintenant dépourvue d'émotion, remplacée par une détermination clinique chirurgicale. « Elles ne sont que la préface. La véritable correction ne réside pas dans ce que je dis, mais dans ce que je fais. À partir de cet instant précis, la déclaration envoya une nouvelle onde de choc dans la salle. Les reporters, sortant de leur torpeur, se penchèrent en avant, les doigts flottant au-dessus des claviers. La confession était l'histoire. Ce qui allait suivre serait l'héritage. Avec effet immédiat, annonça Julien, regardant directement la caméra principale, comme s'il s'adressait non seulement à la salle mais au monde. J'ai chargé mes avocats d'entamer le transfert de 50% de toutes les parts du groupe Lefebvre à Élise Durand.
Un cri étouffé se fit entendre dans la salle. Un journaliste laissa tomber son stylo. 50%. Ce n'était pas une indemnisation, c'était une scission. C'était un aveu de partenariat, une restitution d'une ampleur cataclysmique dans le monde des affaires. De plus, continua-t-il, la voix ferme, sans vaciller, le nom Groupe Lefebvre cessera d'exister. Il a été construit sur une fausse prémisse et ne peut plus continuer. À partir d'aujourd'hui, l'entreprise sera légalement restructurée et renommée. Son nouveau nom sera Durand en Lefebvre, Créations culinaires. Il marqua une pause, soulignant l'ordre des noms. Son nom viendra en premier, comme il aurait toujours dû l'être. Cet acte symbolique était peut-être plus choquant que le financier. C'était la réécriture de l'histoire en temps réel, au registre du commerce. Il s'abaissait publiquement, livrant non seulement l'argent, mais son propre nom, la gloire qu'il avait volée. « Je veux être clair », ajouta-t-il, anticipant les questions. « Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un geste de charité. C'est la restitution tardive et insuffisante de ce qui a été volé. C'est la reconnaissance légale et morale qu'Élise Durand est cofondatrice, co-créatrice et la force intellectuelle derrière tout ce que vous associez à ma marque. Elle n'était pas une assistante, elle était l'architecte. » Maintenant, il tourna son attention vers les facilitateurs. Son regard balaya le côté de la salle, se posant sur son directeur des relations publiques, un homme qui semblait avoir vieilli de 10 ans au cours des 10 dernières minutes. « Je voudrais également annoncer la fin immédiate de notre contrat avec l'agence de marketing Communica Prestige, dit-il, nommant l'agence de premier plan qui le représentait. Ils ont joué un rôle déterminant dans la vente de l'histoire d'un génie solitaire, un mensonge qu'ils savaient pratique et surtout extrêmement lucratif. L'ère des faux récits est terminée. Et puis, le coup de grâce. Il se tourna, lentement et délibérément, vers le premier rang. Son regard se verrouilla sur celui de Chloé. Les objectifs de toutes les caméras dans la salle pivotèrent à l'unisson, une armée d'yeux de verre se concentrant sur elle. Elle était piégée, au centre d'une attention soudainement devenue hostile. « Enfin !» dit Julien, la voix baissant pour un ton mortellement calme. « Tout partenariat, éditorial ou commercial, entre mes restaurants et le magazine Palais Exclusif est définitivement terminé. La sanction professionnelle était dure, mais il n'avait pas fini. Une critique qui construit sa carrière sur la recherche de la vérité dans la saveur, mais qui était prête à me faire chanter pour enterrer la vérité humaine, n'a aucune crédibilité. » révéla-t-il. Un cri collectif de stupeur balaya alors la salle. Le mot chanté électrisa l'air. Madame Dubois m'a menacé, a menacé de publier une histoire fabriquée pour détruire la réputation d'Élise, pour la dépeindre comme une voleuse. Et le prix de son silence était que je vienne ici aujourd'hui vous mentir, valider son récit et continuer à effacer Élise de l'histoire. Il la regarda droit dans les yeux, l'accusateur et le juge. La seule réputation détruite ici aujourd'hui, cependant, sera la sienne. Ce fut comme si un barrage se rompait. Le masque de Chloé se brisa. La panique laissa place à une fureur impuissante. « Tu ne peux pas !» balbutia-t-elle en se levant. Mais sa voix fut engloutie par le bruit assourdissant des flashs des caméras. Des dizaines de lumières explosèrent sur son visage, capturant sa désintégration pour la postérité. Elle était aveuglée, exposée, traquée. « Menteur !» cria-t-elle, mais personne n'écoutait. Les reporters étaient maintenant debout, avançant vers elle, les microphones tendus comme des lances. « Est-il vrai que vous avez fait chanter le chef Lefebvre? Quelle était l'histoire que vous alliez inventer ?» Elle était encerclée. Elle bouscula un caméraman, attrapa son sac et tenta de fuir, une retraite chaotique et humiliante. Sa carrière, construite sur le pouvoir de juger les autres, s'acheva là, sous le jugement implacable des objectifs qu'il avait autrefois vénérés. Pendant que le chaos se déroulait, Julien resta au pupitre, observant la scène. Quand Chloé disparut enfin par la porte, il s'adressa aux reporters restants. « Je ne demande pas pardon, je ne le mérite pas. J'ai simplement présenté les faits, dit-il. L'avenir de cette entreprise, à partir de maintenant, appartient à Élise Durand. Toute question à ce sujet devra lui être adressée, si et quand elle décidera de parler. » Il tourna les talons, descendit du pupitre
et sans regarder personne, se dirigea vers la porte latérale par laquelle il était entré, laissant derrière lui un empire en ruine et la vérité, enfin libérée. La télévision dans le salon de Sophie était éteinte, mais les images de la conférence de presse flottaient encore dans l'air comme des fantômes électriques. Élise était assise sur le canapé, ses mains entourant une tasse de tisane à la camomille déjà froide. Elle n'avait pas touché à la boisson. Les larmes qui avaient coulé sur son visage en regardant la confession de Julien avaient déjà séché, laissant une traînée de sel et une clarté épuisante. Elle ne ressentait pas de joie, pas de triomphe, seulement le poids écrasant d'une justice arrivée trop tard, d'une manière violente et spectaculaire qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Sophie était dans la cuisine, leur laissant de l'espace, le doux bruit de l'eau coulant dans l'évier étant la seule bande-son du silence. La sonnette retentit. Élise ne bougea pas. Elle savait qui c'était. Sophie s'essuya les mains sur un torchon et alla ouvrir. Elle ouvrit la porte et échangea un regard silencieux avec Julien avant de s'écarter, lui laissant le champ libre. « Elle est dans le salon », fut tout ce qu'elle dit avant de disparaître vers le jardin. Julien entra dans le salon. Il semblait plus petit que sur l'écran de télévision. Son costume cher était froissé, ses épaules courbées sous le poids de ses propres actions. Il ne la regarda pas dans les yeux. Dans ses mains, il tenait une grande enveloppe Kraft qui semblait lourde. Il s'approcha de la table basse, le seul meuble qui les séparait, et posa l'enveloppe sur le bois avec un soin presque cérémoniel. Le son fut étouffé, mais sembla résonner dans la pièce. « Voici les documents, » dit-il, la voix basse, rauque. Il leva enfin les yeux, mais seulement une seconde, avant de fixer à nouveau le sol. Les copies certifiées conformes du transfert d'actions, la demande de changement de raison sociale de l'entreprise, les nouveaux statuts, tout est signé et paraphé par moi. Il ne manque que ta signature pour que ce soit déposé au registre du commerce demain. Son discours était formel, distant, comme celui d'un messager livrant une convocation. Il n'était pas là pour demander pardon. Il était là pour purger une peine, la peine qu'il s'était lui-même imposée. Élise regarda l'enveloppe, puis lui. L'homme en face d'elle n'était pas le chef arrogant du restaurant, ni le jeune passionné de leur cuisine. C'était un étranger, un homme qui avait fait imploser sa propre vie en public, pour elle, pour eux. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Le mot sortit comme un murmure, fragile, mais coupant le silence. Ce n'était pas une question sur le passé, sur la trahison. C'était une question sur le présent. Pourquoi cette immolation publique? Il sembla réfléchir longuement à la question. « Parce que c'était la seule chose à faire », répondit-il finalement. « Parce que chaque prix que j'ai gagné, chaque éloge que j'ai reçu, était basé sur un mensonge. Et ce mensonge t'étouffait. Il m'étouffait. Il n'y avait pas d'autre moyen de respirer. » Elle acquiesça lentement, acceptant la réponse. Avec des mains qui tremblaient encore un peu, elle prit l'enveloppe. Elle ouvrit le seau et sortit la première page. C'était le document de transfert d'actions. 50%. Le chiffre semblait surréaliste. Elle feuilleta les autres papiers, l'avocate amatrice qu'elle était devenue, en lisant des contrats et des propositions dans le passé reconnaissant la légalité, la finalité de tout cela. Son esprit, l'esprit qu'il avait loué puis rejeté, était de retour aux commandes. C'était réel, c'était juste. Tu n'avais pas besoin de le faire de manière si destructive, dit-elle, sans quitter les papiers des yeux. Pour toi, pour Chloé. Si j'en avais besoin, rétorqua-t-il, la première étincelle de son ancienne intensité surgissant. Le mensonge a été public, la correction devait être publique, l'humiliation que tu as subie a été publique, la restitution de ta dignité devait être publique. Dignité. Le mot la frappa. C'était ce qu'il avait fait. Au milieu de tout le chaos et de la destruction, il lui avait rendu sa dignité. Il avait réécrit l'histoire, non avec des excuses murmurées dans le noir, mais avec la vérité criée sous les projecteurs les plus puissants. Elle reposa les documents sur la table. « J'accepte ceci, » dit-elle, la voix maintenant ferme, pas comme un pardon, et certainement pas comme un cadeau. J'accepte comme le remboursement d'une dette qui a failli tout me coûter.
Il acquiesça simplement, acceptant les termes. Mais si tu penses que ça efface ce qui s'est passé, que cette grande explosion répare ce qu'il y avait entre nous... Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Tu te trompes. Le Julien et l'Élise de cette cuisine, du carnet noir, ils sont morts il y a 2 ans. Tu les as tués. La vérité de ces mots le frappa physiquement. Il recula d'un pas. Je ne sais pas qui est cet homme en face de moi, continua-t-elle, le regardant dans les yeux pour la première fois, sans colère, sans amour, juste avec une évaluation froide et honnête. Et, sincèrement, je ne sais pas si je veux le découvrir. Ce que tu as fait aujourd'hui était juste, c'était la bonne chose à faire. Mais ce n'était que le premier pas sur un chemin dont je ne sais même pas s'il mène quelque part. Elle se leva, la main allant instinctivement vers son ventre. Ma priorité maintenant, c'est ça, dit-elle. C'est mon fils, c'est ma vie, c'est l'entreprise dont, à partir de demain, je possède la moitié. Elle le congédiait. Je comprends, dit-il. Non, tu ne comprends pas, le corrigea-t-elle. Mais peut-être qu'un jour, tu pourras commencer à comprendre. Ce que tu m'as donné aujourd'hui n'était pas une seconde chance pour nous, c'était une seconde chance pour toi, pour prouver que tu peux être un homme digne de respect. Elle s'arrêta un moment, la sentence finale flottant entre eux. Pas mon amour, Julien. Il a disparu, mais mon respect, et ça tu devras le mériter, un jour à la fois, 1 an plus tard. Le restaurant le plus commenté de Paris ne portait pas le nom de Julien Lefebvre. Il s'appelait Le Carnet Noir. Ce n'était pas un temple du luxe minimaliste, mais un endroit chaleureux, bruyant et vibrant. Les murs étaient en briques apparentes, les tables en bois de récupération et l'air sentait la vraie cuisine et le bon vin. Il était impossible d'obtenir une réservation. Le succès était retentissant. Mais c'était un succès avec une âme, construit sur la vérité. À l'entrée, accueillant les clients avec un sourire calme et aux commandes de tout, se trouvait Élise. Dans un porte-bébé contre sa poitrine, dormait Léo, son fils de presque 1 an, indifférent à l'agitation. Élise n'était plus une victime ou une survivante. Elle était une force. La présidente du conseil d'administration du groupe, renommée Durand & Lefebvre, est l'âme de ce nouveau départ. Elle se déplaçait dans la salle avec une grâce efficace, la maternité et les affaires entrelacées dans un équilibre qui semblait impossible, mais qui pour elle était naturel. De la cuisine ouverte, on pouvait voir Julien. Il n'était plus le chef célèbre et intouchable, il était un cuisinier. Ses mains, qui gesticulaient autrefois dans les émissions de télévision, se déplaçaient maintenant avec une vitesse précise sur les casseroles. Il commandait son équipe non avec arrogance, mais avec un respect gagné. Parfois, il levait les yeux du feu et de la fumée. Ses yeux croisaient ceux d'Élise de l'autre côté de la salle. Il n'échangeait pas de mots. Juste un signe de tête, une communication silencieuse de partenaires qui avaient traversé l'enfer et trouvé une nouvelle forme de paix de l'autre côté, une entente construite sur le respect qu'ils luttaient pour mériter, un jour à la fois. Sur le mur de l'entrée, protégé par une vitre de musée, se trouvait le carnet noir, ouvert à la page du Soleil de Parme, avec l'écriture élégante d'Élise, et les taches de sauce de Julien. C'était l'acte de naissance de cet endroit. Leur constitution, exposée à la vue de tous. L'histoire corrigée. Julien regarda vers la porte où Élise calmait Léo, qui avait grogné dans son sommeil. Le bébé ouvrit les yeux et, avec une détermination surprenante pour son âge, attrapa le menu qui était sur le comptoir. Ses petits doigts se refermèrent sur le papier, ses yeux brillant d'une curiosité intense et concentrée. Dans ce geste, dans cette lueur, Julien ne vit pas seulement son fils. Il vit le même feu, la même étincelle de génie stratégique qu'il avait vue chez Élise dans la cuisine exiguë, des années auparavant. La dette était payée. L'histoire, enfin, était bien racontée. L'histoire de Julien et Élise nous enseigne une leçon puissante. Le plus grand empire peut, en réalité, être construit sur la fondation la plus fragile de toutes. Un mensonge. Il avait tout le succès que l'argent peut acheter, mais il avait perdu le seul trésor qui comptait vraiment, sa propre vérité. Pour se retrouver, il a dû tout avouer publiquement, risquant chacune de ses précieuses réalisations.
Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Un succès applaudi par le monde, mais qui vous vide de l'intérieur, ou le courage d'admettre une erreur, même si cela coûte absolument tout? Si vous croyez que la vraie grandeur n'est pas de ne jamais tomber, mais d'avoir l'immense force de se relever et de corriger l'histoire, partagez cette vidéo.